Le problème, c'est que pour comprendre l'origine, il faut déjà comprendre ce qu'il est, puisque c'est à partir des lois physiques que nous connaissons que nous pensons pouvoir décrire l'origine. Et donc, l'origine, elle a un double statut, puisque à la fois c'est des problèmes à résoudre multiples, et c'est en même temps, par la connaissance qu'on pourra en avoir, la solution de tous les problèmes que nous avons. Et donc, elle a un statut très très singulier, c'est à le dire, qui fait que, pour des raisons qui sont sans doute métaphysiques, nous pensons que la question de la fin ne pourra se résoudre que par la connaissance de la solution du problème de l'origine. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. En tout cas, il me semble prématuré de conclure sur cette question, puisque vous savez qu'en cosmologie, on a deux problèmes énormes à propos desquels on n'a pas de solution éprouvée. Ces deux problèmes, c'est la matière noire et l'énergie noire. Ça fait beaucoup. Et donc, conclure à propos de l'origine ou à propos de la fin de l'univers, sans avoir résolu ces problèmes, ça me semble prématuré. Une question là. J'ai une question. Tous ces problèmes d'origine ne se posent que si jamais on est au premier Big Bang. Oui. Parce que certains grands physiciens, Paul Steinhardt et tout, pensent que c'est plutôt une vision anthropomorphique. Hein. On serait plutôt au 10 puissance 120e Big Bang, Big Crunch. Oui. Dans ces cas-là, le problème de l'origine, c'est celui du premier Big Bang. Comme il s'est passé il y a 10 puissance 1200 années, il a plus d'intérêt. Ce qui compte, c'est le point de la singularité du Big Crunch qui s'effondre en une singularité centrale qui n'est peut-être pas de taille zéro, ni de densité infinie, ni de température infinie, hein, avant que ça reparte en Big Bang. Et donc là, c'est une origine, mais c'est une origine secondaire, elle n'a pas une dimension métaphysique. C'est une renaissance, c'est pas une origine. Oui, c'est une renaissance. C'est ce qu'on appelle les modèles équipérotiques. Hein, pour reprendre les modèles d'Héraclite, c'est-à-dire un univers qui naît, qui se consume, qui est. Voilà. Mais dans un univers cyclique, il n'y a pas d'origine. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de problème métaphysique, il n'y a plus rien. Si, parce que, regardez, non, c'est pas si simple. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il n'y a pas d'origine, vous tombez dans les abollicants sur. Parce que s'il n'y a pas d'origine, ça veut dire qu'il y a toujours eu un univers où il y a toujours eu du temps. Et ça veut dire comment une durée infinie a-t-il pu s'écouler avant nous. Oui. Là, c'est l'origine du premier Big Bang. Oui. Non, je pense que c'est des questions compliquées, c'est pour ça que j'ai parlé de mystère plutôt que d'énigme, parce que vous tombez assez rapidement sur les apories logiques. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut sortir des discours assez classiques qu'on entend de façon récurrente, soit des discours qui nous disent au début il y avait ceci pour moi est d'ailleurs le mythe quantique, ou autre chose, au début il y avait ceci. Alors soit cette chose que vous mettez au début a toujours été là, à ce moment-là, il n'y a pas eu d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Soit cette chose que vous mettez au début est l'effet d'une autre chose dont elle dérive, à ce moment-là, c'est pas l'origine. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous dites au début ou à l'origine, il y avait ceci ou cela, vous dites quelque chose qui est contradictoire avec l'idée même d'origine. Allez, parlez fort dans le micro. Oui, je voudrais quand même citer, vous avez cité abondamment Kant a dit quelque chose quand même de fondamental dans ce que vous venez de dire, à savoir, c'est pas parce que vous croyez en Dieu qu'il existe, et c'est pas parce que vous croyez pas en Dieu qu'il n'existe pas. Oui. Si on intègre... Je n'ai pas récité tout Kant, et vous... je cite cette parole parce que vous m'y avez fait penser. Et c'est fondamental pour moi, en tout cas, parce que ça permet d'appréhender l'évolution cosmologique de l'univers d'une façon peut-être qui se rapproche davantage de celle dont vous parliez tout à l'heure, sans cette idée anthropomorphique fondamentale de l'existence, de la non-existence de Dieu, dont au fond, je ne pense pas qu'il y en ait un grand intérêt. Merci pour ce commentaire, mais comme il n'y a pas de question... Vous avez une question là, Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. L'association entre Dieu et l'origine est une association qu'on peut remettre en cause. Par exemple, Wittgenstein se posait la question de savoir pourquoi on considère qu'il a été plus à son honneur, plus miraculeux pour Dieu de créer l'univers que de faire en sorte que l'univers persiste à être.
créer un univers qui dure, créer un univers c'est bien, mais créer un univers qui dure, c'est peut-être encore mieux. C'est mieux. La question là. Bonsoir, monsieur. Durant toute cette soirée, vous avez eu le talent de nous présenter les arguments pour ou contre, de nous nourrir en quelque sorte, et vous avez eu l'amabilité, encore, je dirais, de vous mettre à notre portée. Les choses sont certainement... Moi, on m'a dit que vous étiez savant. Pas pour ma part, en tout cas. On m'a dit, fais attention, prépare des PowerPoint, parce que... Donc, j'avais des PowerPoint avec des équations d'Einstein. Je les mettrai dans le compte rendu. Ouais. Alors, je ne vais pas répliquer à votre niveau, monsieur. Cependant, j'ai en tête deux pensées qui ma lecture personnelle et qui me parlent beaucoup, qui me paraissent, qui m'ont toujours paru fondamentales. Ce serait certainement très banal, mais quelqu'un a dit, d'ailleurs, dans votre argumentation, mine de rien, il pense. L'un a dit, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je pense que c'est fondamental comme pensée. Et un autre a dit que rien ne se perd, c'est très banal ce que j'ai dit, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que ces deux pensées fondamentales peuvent vraiment nous éclairer. Je suis d'accord avec vous, et en même temps, j'ai une nuance à apporter, au moins à propos de la première assertion. Connais-toi toi-même, il me semble que la physique, justement, elle invalide cette contrainte par le fait que, à mon avis, on comprend mieux aujourd'hui l'univers qu'on ne comprend ce qui est entre les deux oreilles et qui nous a permis de comprendre. C'est-à-dire qu'on comprend plus l'univers que le cerveau. Et ça veut dire qu'on peut savoir des choses sur l'univers avant même de comprendre notre propre fonctionnement et notamment de comprendre l'outil par lequel nous pouvons comprendre. C'est une question là. Attendez, attendez, juste une nuance quand même. Je connais des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'en dehors de l'esprit. C'est-à-dire que nos idées sont des entités fabriquées par nos structures cognitives que nous projetons sur l'univers. Donc la mécanique quantique, par exemple, ça c'est quelque chose qui correspond aux structures logiques de l'encéphale et qui ensuite sont projetées sur notre façon de comprendre l'univers, et de sorte que une invention en physique, si on croit à cette hypothèse, c'est simplement une introspection et non pas une découverte de ce qui est en dehors de l'esprit. Alors moi je pense que pour faire de la physique, il faut poser en principe qu'il existe un en dehors de l'esprit. C'est-à-dire des choses qui s'imposent à nous et qui, par la connaissance que nous pouvons en avoir, modifient ensuite nos structures cognitives. Si vous considérez que tout ce que vous apprenez en apprend en fait sur vous-même plutôt que sur l'univers, la motivation risque d'être un peu affaiblie. Oui, je vais vous poser une question. La science occidentale est liée profondément à la civilisation judéo-chrétienne. Le zéro, tout ça, ça paraît quand même très lié à la religion. Et la science s'est développée surtout en Occident. Enfin, la science moderne. Alors pourquoi n'y a-t-il pas, en Chine, où il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de... une autre science qui a expliqué autrement les phénomènes? Pourquoi faut-il que la science soit uniquement occidentale, unique, et liée à la religion, la civilisation judéo-chrétienne? Oh là là. Bonne chance. Merci beaucoup. Vous avez une question que tu aurais pu m'envoyer par mail, par exemple. Je peux t'envoyer encore. Non, mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'autre science que la science occidentale. Après, c'est exporté, mais la science dite moderne, c'est une invention occidentale, je dirais même exclusivement européenne. Ça commence avec Galilée, qui lui-même est l'héritier de toutes sortes de gens. Mais si vous regardez le développement de la physique entre Galilée et, disons, la mécanique quantique des années 20-30, il n'y a pas un nom qui ne soit pas le nom d'un Européen. Pas un seul. C'est une invention exclusivement européenne. Alors on peut se demander pourquoi. Les gens qui sont intéressés à la question ont dit il y a la religion, le monothéisme totalement. Le monothéisme, c'est l'idée qu'il y a une seule loi,
Et il faut penser une seule loi pour penser qu'il y a des lois physiques. Sinon, on est dans une sorte de polythéisme qui ne permet pas de comprendre les choses par des lois uniques et simples. Ensuite, il y a des gens qui disent, mais ça a été obtenu grâce à la thalassographie articulée d'Europe. Quand vous regardez la carte de l'Europe, vous voyez que c'est très, très différent des autres continents. Et d'ailleurs, quand vous mesurez la longueur des côtes en Europe, rapportée à la surface des terres apparentes, vous trouvez un nombre qui est 4 fois plus grand que celui qu'on obtient pour l'Amérique, l'Australie, etc. Aujourd'hui, l'Europe a une structure fractale, avec des bras de mer très nombreux, et selon certains historiens,